La type de Faut pas rêver. Et c'est coup pour... Ce soir, vous n'allez pas être déçus. Regardez. Il y a 100 ans que la même famille arpente les rues du vieux Paris en se transmettant une passion peu commune, celle d'un orchestre, doublée d'un goût certain pour le bricolage. Notre passager de ce soir se nomme François Cluzet. Bonsoir François. Bonsoir. Je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter, on vous connaît comme acteur, Il faut me présenter, auteur, parce qu'à metteur force en de ne pas scène. me présenter, personne ne me connaît. Eh bon, bah alors je vais le dire. Présenter. Vous avez 42 ans, Oui. 25 ans de carrière, Oui. Je crois 30 films à votre actif. Oui. Et vous avez surtout, au départ, un début assez étrange. Vous êtes plutôt un gamin qui fantasmait, qui rêvait que papa roulait en Rolls-Royce, que maman était une princesse, que vous étiez le prince d'un royaume. Vous étiez parti pour devenir fou ou acteur, en gros. Oui, en tout cas, j'étais parti pour avoir soit de l'imagination, soit un vrai mythomane, ou soit un acteur. Oui, j'ai choisi la dernière solution, j'ai bien fait, je crois. Et puis en plus, vous aviez un goût certain pour la musique, nous y reviendrons, mais vous avez, disons, des goûts assez éclectiques. Oui, tout à fait. Hein, c'est ça? Faut que je réfléchisse sur éclectique, mais je crois que ça doit être ça. On aura l'occasion d'y revenir pendant l'émission. Justement, est-ce que vous faites partie de ceux qui aiment flâner? Je sens que oui, au sens où vous aimez bien vous promener le nez au vent. Oui, même, Hein? même je pense que c'est pratiquement une de mes plus grandes qualités, ne rien faire, rester contemplatif, comme ça, ouais, c'est ce que je préfère. Alors, nous aussi, nos équipes aussi, si ce n'est qu'une équipe de télévision qui se balade nez au vent, ça veut dire qu'elle se balade avec la caméra prête à tourner. Ce qui nous permet de faire des rencontres inattendues sans aller très loin. C'est exactement ce qui s'est passé en plein Paris, entre Montmartre et le 12e arrondissement. Jean-Pierre Bozon et Laurent Devaux aiment bien, comme vous, les gens sympathiques, un peu bavards, un peu bonimenteurs, de bonne humeur. Vous ajoutez à ça un petit côté spectacle, le côté bricoleur, et vous aboutissez à des rencontres comme celle-ci. Bon, faut que je me trouve une place. J'aimerais bien avoir cette chance, ma mère, de trouver. Ah ben, oh, ouais. Je t'en prie, on va avoir du mal à trouver le placard. J'en ai une là, on sera pas mal là, tiens. Voilà. Léo est né il y a presque 70 ans, au cirque Pinder, où son père était homme orchestre, au-dessus de la cage au lion. Voilà. Bon, après, ma sono, faut que je prépare ma sono. À l'âge de 4 ans, il entre à son tour dans la carrière. Musicien des rues, forain, saltimbanque. Il n'en est jamais sorti. Aujourd'hui à la retraite, Léo continue à user le pavé parisien avec ses machines musicales et son dernier né, le barbariphone. À l'intérieur de la caisse, caché, un petit magnétophone pour la mélodie. À l'extérieur, des tambours, cymbales, crécelles, cloches, clochettes, castagnettes, trompettes et pantins animés pour l'accompagnement et le spectacle. Musicien, peut-être. Bricoleur, certainement. Ça va venir, mes musiciens se mettent en place. Ah, c'est de la porcelaine, faut pas toucher. Oh là là, c'est fragile. C'est encore plus fragile que moi. Oh là là, ah ben voilà qu'elle y touche. Le spectateur qui regarde l'instrument, lui découvre cette curiosité que ça fonctionne par une personne. Il entend cette musique automatique, une radio-cassette, puis c'est tout. Chez les Vermandel, on a l'esprit de famille. Léo tient le métier de son père, qui lui-même l'avait appris du sien. Et aujourd'hui, René, son dernier fils, perpétue la tradition familiale. Sur le même principe que le barbariphone, Léo a donc construit un deuxième instrument, le médiévalphone, afin que de temps en temps, René puisse l'accompagner dans la rue. Médiévalphone ou barbariphone, le souci est le même, provoquer la curiosité. Faut beaucoup chercher
l'aspect de l'instrument. Faut qu'il soit chaud, faut qu'il soit attirant. Malgré que c'est une nature morte, il faut le rendre vivant. Je ne l'ai pas pesé, le barbariphone, mais il doit bien faire ses 100 kilos, facile. J'en rajoute, j'améliore, et puis à chaque fois, ça prend du poids, parce que il est possible d'éliminer beaucoup de poids. Mais alors après, on ne tombe plus dans la solidité, parce que là, bon, vous voyez, ce mouvement-là, bah, dans un morceau, je l'emploie, le morceau doit environ 3 minutes, 1 seconde par temps, ça fait 64 mouvements en 1 minute. Facile. Sans compter les contretemps, hein, parce qu'il y a des fois, il y a un double mouvement. Alors, le mouchoir, il sert de chiffon. C'est Bobonne qui rouspète après. Léo, Denise, et puis les enfants. Ils en ont eu 6, aujourd'hui dispersés, mais qui tous, un jour ou l'autre, se sont retrouvés dans la rue, à trottiner derrière les parents, tapant sur un tambour, soufflant dans une trompette, faisant pleurer un accordéon. Tradition familiale, c'est aussi comme ça que Léo a été élevé, et son père avant lui. Homme orchestre, coiffé de grelots, vêtu de tambour, un accordéon dans les bras. Pour ne rien oublier, Léo a entrepris d'écrire l'histoire de la famille Vermandel. La rue, la musique, toute sa vie, et même le jour où, après la séparation de ses parents, n'ayant pas vu son père depuis plusieurs années, il le retrouve par hasard à un carrefour, chacun jouant sa chanson, quand un homme orchestre rencontre un autre homme orchestre. C'est la rencontre avec mon père. Ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas revus. Et on s'est rencontrés comme ça. Puis le lendemain, on a décidé d'aller faire le marché à la Tour Saint-Michel, qu'on appelle là-bas le lundi. Puis on discutait comme ça. Puis je dis, papa, on va essayer de faire un morceau ensemble. Hein. Ben c'est parti, pof. Donc un petit peu d'hésitation. Et ça marchait bien. Hein. Tous les deux, chacun de notre côté. On est arrivé à s'accorder sans répétition, sans rien. La complicité qui existait avec son père, Léo l'a retrouvée avec son fils, René. C'est le seul à l'accompagner encore parfois dans la rue. C'est le seul à bichonner avec lui la petite colonie de ses attractions musicales. Barbariphone et médiévalphone, bien sûr, mais aussi gros jazz, l'instrument remorque. Une pièce unique qui ne sort que dans les grandes occasions, mais que régulièrement, il faut dépoussiérer. Quand on part à construire dans cet instrument, on part tout de suite à l'aventure. Chaque pièce, chaque baguette, chaque chose a son temps à passer et n'est pas pareil. C'est crado comme tout, ça brille pas. Ça n'a pas l'effet, regardez les trompes là, ils ne sont pas propres. Et il faudrait qu'il y ait au moins une quinzaine de jours de travail de jeu ici. Ça m'a demandé du travail. Hein. Je l'ai commencé en 1974, je l'ai inauguré en 1980 pour faire balle. Mon plus grand projet que j'ai, ça serait mon rêve, un rêve fou, c'est de monter un orgue à vapeur. Voilà, je voudrais monter ça, faire tout un système de mécanique, de trouver par moi-même comment que ça marche, toutes ces tuyauteries de plomberie, tout ça. Voilà.
Ah, qu'il est beau celui-là. Ceux-là, c'est les. Celui-là, il doit être complet. Léo a des projets. René aussi. La rue lui manque et il a décidé de reprendre le métier de son enfance. Homme orchestre. Tout seul, c'est trop dur. René ira donc avec un copain, Patrick. Premiers essais. Ben voilà. Tiens, Essaye-le pour. essaye-le voir. Ce que ça donne. Il sera peut-être pas à ta tête, mais bon. Non, il sera pas tellement bien à sa tête, mais on dirait un vermondel. presque. Ah, Ouais, il y a longtemps qu'il n'a pas été astiqué. Tu en même tournes temps, à droite ouais, en retenant ton cou. Ah, ça fait Ouais. mal au cou, hein. Tu vas t'en Non, ça ressentir. Le premier Vermandel homme orchestre a débuté en 1877. C'était le grand-père de Léo. Et l'an prochain, si tout va bien, et s'il retrouve son souffle, il y aura à nouveau un Vermandel homme orchestre dans les rues de Paris. Tu peux marcher en prenant un peu le pied. Ouais. Ouais, essaye, tu vas voir. Mais en donnant quand même un coup. Tu vas voir le son et... Voilà. Vous feriez tous les deux. Tous les deux. Toi, en solo avec Ouais. le xylophone, Mais lui, il va le faire côté traditionnel et moi, je vais le faire plutôt côté moderne. avec un accordéon, tu voudrais faire. Je sais pas encore. Tu sais pas Pas encore. encore. Je vais peut-être prendre un vibraphone électronique. Ah bon? Je vais le faire carrément, peut-être tout électronique. Alors là, il faut donner un sacré coup de rein. C'est dur. Là. Et pour René, lui, il m'appuie derrière. Là, sur une jambe aussi, là. Tu vois. On se rendait pas compte. On a un mouvement d'ensemble. Hein. Je m'ennuie jamais. Parce que j'ai toujours de la musique dans la tête. Donc la musique, elle sera toujours là. Et elle a toujours été là et elle sera toujours là, je pense. Moi et mon père et mon fils, on représente 120 ans de tradition familiale dans le même métier. Et on existe encore aujourd'hui. On en parlera encore des Vermandel hein. Dans quelques années. Ça peut pas tomber, ça, on cherchera toujours. Léo ne chaussera plus la parure d'un orchestre, c'est trop dur. Mais tant qu'il y aura de la musique dans les rues de Paris, il y aura un Vermandel pour pousser la rengaine et faire vibrer le bitume. Et vous pourrez les croiser, les Vermandel, au hasard d'une rue, François, si un jour vous vous promenez. Ouais, j'aimerais bien. Leurs machines sont exposées aussi aux arts et traditions populaires dans le bois de Boulogne, Ouais. si ça vous intéresse. Je sais que ça vous passionne parce qu'en plus, vous adorez la soudure et vous adorez voir la façon dont les choses se fabriquent, si je ne m'abuse. Oui, oui, tout à fait. Non, mais ils sont magnifiques tous. hein. Il vous en fait rire, en tout cas. Hein. Oui, puis alors il a dit un truc au début du reportage qui me plaît beaucoup. Il a dit « Oh, mais ça est encore plus fragile que moi ». Donc c'est une manière aussi d'avouer que lui est fragile. Et c'est très beau, vraiment, vraiment très Ouais, beau. ouais. Non, Et ils puis, sont merveilleux. la musique faisait partie de votre inspiration du début, à ceci près que vous ne jouiez d'aucun instrument, Ouais, tout à et fait. que vous vouliez être, je crois, musicien, enfin un chanteur, Ouais. dans un groupe de rock, parce que vous ne saviez rien faire d'autre. Oui, Vrai ou tout à faux fait. Non Oui, 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 c'est vrai. Ben, on avait monté un petit orchestre avec des copains de classe, et alors l'un avait une guitare et l'autre une batterie. J'y arrivais pas trop, alors en yaourt, comme on dit, je chantais Lady Madonna, enfin ce genre de truc et tout ça, on s'est beaucoup amusé. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer du texte, parce que la chanson et la composition, c'est très difficile, très délicat. Je crois chanter, c'est aussi écrire, souvent. Et écrire, c'est très, très difficile, alors que les acteurs, nous, on a la chance souvent d'avoir un grand texte. Moi, j'ai joué au théâtre avec des grands metteurs en scène, Marivaux ou Molière.
c'est des grands souvenirs. Et on a un texte, on est planqué quand même. Ouais. Enfin, il y a eu une grande révélation dans votre vie, sans laquelle peut-être rien de ce qui vous est arrivé ne se serait produit. C'est Brel jouant Don Quichotte, quand vous aviez quoi, 10-12 ans? Oui, ça c'est une... Ouais. Mes parents avaient l'habitude d'aller au théâtre tous les 31 décembre. Alors on allait voir Annie Cordy dans Nini Pot de Chien ou je sais plus quoi. Enfin c'était vraiment des bons souvenirs. Et puis une année, il y a eu vraiment un conflit dans la famille. Les uns voulaient voir Brel, les autres voulaient aller encore au théâtre de Boulevard. Et finalement c'est Brel qui l'a emporté. Et moi j'étais complètement surpris de voir autant de générosité en scène. Ça m'a complètement bouleversé. J'ai jamais vu quelqu'un en scène se donner autant. Et puis c'était magnifique, et puis c'était chanté, et puis le texte est sublime, la musique était magnifique, la voix de Brel, ce décor, ce costume, c'était un souvenir merveilleux. Et là, vous vous êtes dit, ça sera ma vie. Oui, je me suis dit, si jamais je peux faire le quart de ça, ça sera super. Et vous en êtes à quoi? La À moitié, combien? je dirais. La moitié. Avec toujours ce doute qui vous habite de n'être qu'un technicien et de ne pas être un artiste, qui est le doute de beaucoup d'artistes d'ailleurs. Mais je crois surtout nous sommes tous des artistes. Alors, il n'y a pas les artistes d'un côté, et puis les techniciens de l'autre, et puis les commerçants de l'autre côté. Il y a le destin, la chance, le choix. On est dans un pays qui ne connaît pas la guerre, on est relativement privilégié. Oui. Évidemment, pour certains, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, quand on a cette chance que moi j'ai eue, j'ai pu me lancer dans ce truc-là, je suis content. Ouais. Bah, vous avez connu la rue quand même. Votre père vendait des journaux, il vous obligeait à les vendre aussi. Vous n'avez pas eu une enfance facile. Oui, enfin, mon père avait plusieurs casquettes. Il était en même temps marchand de journaux, ça c'était la famille. Ma grand-mère avait un magasin de journaux depuis 1909. Et puis nous, on travaillait aussi, puisqu'on vivait dans l'arrière-boutique, on travaillait aussi dans ce commerce. Mon père, en même temps, est un type qui avait fait une carrière dans les laboratoires pharmaceutiques, il est très brillant. Donc j'étais très fier parce que lui pouvait aussi... J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une très bonne éducation. Mon père a toujours pensé, je veux que vous fassiez mieux que moi parce que vous en êtes capable. Donc il nous a toujours donné l'envie d'avoir la confiance. Et la confiance, c'est le succès qui vient, quoi. Ouais. La preuve, c'est que vous êtes là. Je vais vous offrir un livre que vous allez plutôt d'ailleurs offrir à vos enfants certainement parce que c'est un de vos deux enfants. C'est une édition qui est faite pour les jeunes dans la collection Folio Junior et c'est le fameux Sans famille d'Hector Malot. Si je vous offre ces deux livres, c'est parce que vous connaissez l'histoire, vous vous en souvenez peut-être. C'est l'histoire de ce petit Rémi qui est un enfant trouvé et que l'on vend, que l'on confie à un musicien ambulant, le fameux Signor Vitalis, pour 40 francs ou 80 francs, je me souviens plus. Et c'est une histoire qui, moi, quand j'étais enfant, m'a fait pleurer, je dois dire, et qui reste éternelle. Et puis en plus, vous verrez, elle est complétée par des partitions de musique. Enfin, c'est bien foutu, quoi. Alors comme je ne connais pas du tout, je vais les lire et après je les donne à mes enfants. Alors c'est très triste, hein. C'est une histoire du siècle dernier qui... Mais aussi dans toute tristesse, il y a une joie qui ne va pas tarder à naître. Bon.